Bien, je vous propose de poursuivre cette commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Monsieur le Président, qui est en visio, Madame la Directrice Générale, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Après avoir entendu les dirigeants de l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, et Monsieur Jean-Louis Borloo à l'instant, nous recevons à présent les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Monsieur Patrice Vergrit, président de l'ANRU depuis 2 mois environ, mais aussi maire de Dunkerque et ancien ministre chargé du logement puis des transports. Vous êtes accompagné donc en présentiel par Madame Anne-Claire Mialot. Bonjour Madame, directrice générale de l'ANRU. Merci à vous deux pour votre présence cet après-midi. L'ANRU est l'une des agences les mieux connues du public, comme des élus. Certains d'ailleurs ont souligné devant notre commission d'enquête la qualité de vos travaux. Vous centralisez des financements destinés au renouvellement urbain pour un montant de 12 milliards d'euros, au point que votre agence est souvent identifiée aux grands projets de démolition et de reconstruction dans les quartiers de la politique de la ville. Cela m'amène à vous proposer une première question. Pourriez-vous nous expliquer de manière plus précise de quelle manière s'articule votre action, que ce soit en amont avec les financeurs ou en aval avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux qui assurent la maîtrise d'ouvrage des projets? Vous êtes également en charge du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et de certains programmes inscrits dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Toutefois, contrairement à la plupart des agences que nous recevons, l'ANRU n'a plus le statut d'opérateur de l'État et les crédits budgétaires apportés par l'État sont résiduels. Quelles sont en conséquence vos relations avec l'État, qu'il s'agisse des services de l'administration centrale ou, dans les territoires, des préfets et de ses services? Pour dire cela autrement, l'ANRU a-t-elle une autorité de tutelle ou ne rend-elle des comptes qu'à son conseil d'administration sous le contrôle de temps en temps de la Cour des comptes et du Parlement? La question de l'avenir de l'ANRU est toutefois posée ouvertement. Madame la Directrice Générale, vous avez co-signé un rapport remis au gouvernement au mois de février dernier. Vous y proposez non seulement de poursuivre l'action de l'ANRU dans un 3e programme national, mais aussi d'étendre l'action de l'ANRU à des territoires situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple le tissu pavillonnaire ou le recul du trait de côte. Je comprends la volonté de faire profiter d'autres territoires de l'expérience de l'ANRU, mais comment faire en sorte qu'une telle extension ne brouille pas la perception que nous avons des délimitations de compétences entre notamment l'ANRU, l'ANA et la NCT? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'environ 10 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, en différé sur le site du Sénat et qu'un compte-rendu sera évidemment réalisé et publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous propose donc à tous les deux de lever la main droite, de dire la vérité, toute la vérité, et à dire je le jure. Voilà, c'est fait. Écoutez, je propose à ce... Pardon? Monsieur Vergret aussi. Elle dit le jure, j'ai vu. Donc, peut-être, Monsieur le Président, pour un propos introductif d'environ 10 minutes, Madame la directrice, et puis je laisserai la parole à Madame le rapporteur et aux membres de la commission présents pour la suite des questions. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Je veux saluer l'ensemble des membres de la Commission. D'abord, surtout, m'excuser de ne pouvoir être présent parmi vous, puisque j'ai un événement qui concerne directement ma ville aujourd'hui à Dunkerque, mais donc je tenais à être en visio avec vous. Ce que je vous propose, c'est que plutôt au regard des questions que vous avez posées, Madame la directrice générale Anne-Claire Mialot pourrait faire les 10 premières minutes et puis je compléterai son propos. Je vous propose cela. C'est très bien. Écoutez, Madame la directrice générale, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la rapporteure. Quelques mots, effectivement, par rapport à vos questions introductives. Donc, l'ANRU, c'est une agence, vous l'avez dit, qui est connue, qui a 20 ans, qui est une agence spécialisée qui met en œuvre les programmes de renouvellement urbain. Donc, on est vraiment une agence centrée sur cette mission qui nous a été confiée par la loi le 1er août 2003. On intervient sur des territoires qui sont strictement définis
et qui sont limitées. On n'est pas un guichet ouvert, on intervient sur des territoires qui ont été sélectionnés parce qu'ils présentent des dysfonctionnements urbains majeurs. Donc on a une politique publique, des territoires cibles et une intervention qui est, comme vous l'avez souligné, extrêmement partenariale. Partenariale déjà dans son financement, vous le savez, l'ANRU est financé à 90% par d'autres. Enfin, le NPNRU est financé à 90% par d'autres financeurs que l'État. Donc, on est financé majoritairement par Action Logement, la solidarité avec notamment le 1% logement, le prélèvement, la participation des employeurs pour l'effort de construction qui est géré par Action Logement, mais également par les bailleurs sociaux en solidarité au niveau national. L'État ne finance qu'à 10% le programme de renouvellement urbain. Donc un partenariat qui a été historique, qui a justifié la création de l'agence en 2003 et qui a aussi justifié cette forme de l'Agence nationale de renouvellement urbain, parce que dans le conseil d'administration aujourd'hui de l'ANRU, tel qu'il est issu de la loi Elan, l'État n'est pas majoritaire, ce sont les financeurs de l'ANRU qui sont majoritaires, donc Action Logement, les bailleurs sociaux et les représentants du Parlement, mais aussi les représentants des collectivités territoriales. Donc un partenariat national, mais aussi un partenariat local extrêmement fort. L'ANRU finance des projets portés par les collectivités territoriales. Ils sont portés par les intercommunalités, mais ils réunissent l'ensemble des acteurs qui participent au renouvellement urbain, bien sûr les collectivités, les bailleurs, les aménageurs et l'ensemble des parties prenantes au projet de renouvellement urbain. Donc un partenariat à la fois au niveau national et au niveau local. Dernier élément de caractéristique de l'ANRU, on va financer des projets urbains, donc des projets urbains globaux et des projets urbains de manière pluriannuelle. Donc l'agence est aussi un tiers financeur qui permet de garantir sur la durée, de manière pluriannuelle, des financements. Et c'est ce qui permet aux collectivités territoriales, aux bailleurs, de s'engager sur des projets structurants de renouvellement urbain des quartiers, parce qu'ils savent que, de manière pluriannuelle, les crédits sont garantis. Donc c'est une forme qui a été vraiment faite ad hoc par rapport à cette particularité, une politique publique pluriannuelle sur des territoires sélectionnés dans le cadre d'un partenariat national et local extrêmement fort. Comment s'articule le national et le local? De manière assez simple, on a des critères d'intervention qui sont définis au niveau national par un arrêté ministériel, et ensuite les projets sont travaillés par les collectivités territoriales, présentés et débattus avec les équipes expertes de l'agence. Je reviendrai, si vous le souhaitez, après sur le nombre de TP, voilà, l'organisation concrète de l'agence, si vous le souhaitez. Et il y a un dialogue permanent entre les experts de l'agence qui viennent apporter leur expertise, leur savoir-faire aux collectivités territoriales qui participent et qui portent les projets et qui définissent les projets. Et donc, il y a un aller-retour en fait, de dialogue entre l'expertise centrale et le territoire. Au niveau territorial, les porteurs de projets donc, sont les intercommunalités, mais bien sûr, les projets sont portés avec les maires, avec l'ensemble des acteurs locaux, et sont travaillés avec les délégués territoriaux de l'ANRU, que sont les préfets. Et donc, on a bien toujours un aller-retour entre le local et le national, avec des projets qui mûrissent au niveau territorial, dans ce dialogue territorial animé par les collectivités territoriales et les préfets délégués territoriaux de l'agence, et les experts de l'agence qui sont là pour apporter, s'il y a besoin, une expertise complémentaire. Et au-delà de cette expertise qui fait mûrir le projet, ensuite l'agence finance et accompagne cette politique publique et contrôle la mise en œuvre de cette politique publique. Donc le rôle de cette agence, c'est vraiment une agence de financement, d'expertise et de conseil, mais aussi de contrôle, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les crédits sont engagés conformément aux objectifs du contrat, et on a des revues de projets qui sont organisées normalement tous les ans ou tous les 2 ans pour les très gros projets, les territoires sur lesquels il y a plus de projets à suivre, qui permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des programmes et des objectifs qui sont ceux de l'agence. Donc voilà schématiquement comment s'organise l'articulation entre le national et le local. Vous m'avez interrogé pour savoir par rapport aux différents programmes que nous portons. Nous portons principalement un programme de renouvellement urbain, un premier qui a été voté en 2003, le PNRU, un deuxième qui a été voté en 2014, le NPNRU. Ce sont nos gros programmes. 12 milliards d'euros à chaque fois de subventions qui génèrent un effet x4, donc à peu près 48 milliards d'investissements dans les quartiers. On a aussi d'autres programmes qui nous ont été confiés au fur et à mesure du temps. Le PNR-CAD, qui nous a été confié conjointement avec l'ANA et l'État pour intervenir
sur les centres anciens dégradés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le PNR4, c'est 150 millions d'euros pour l'ANRU. Donc on est vraiment sur des échelles de grandeur qui sont sans commune mesure entre le NPNRU et le PNR4. Et la deuxième chose, c'est que les enjeux d'habitat privé sur lesquels, qui peuvent être importants dans les quartiers et sur lesquels on a besoin de recyclage, donc de démolition et d'intervention lourde, ont été intégrés dans le cadre du NPNRU. Donc un principal programme, donc le NPNRU, un programme plus secondaire, le PNR4, qu'on travaille avec l'ANA, et puis par ailleurs, on est aussi opérateur de programmes d'investissement d'avenir pour le compte de l'État, notamment des programmes qui sont en lien avec les enjeux de développement durable, ville durable et solidaire, démonstrateur de la ville durable, où là, on est opérateur parce que ces programmes se font dans les quartiers et que notre lien avec les quartiers paraissait être pertinent pour pouvoir opérer ces programmes au plus près du terrain. Voilà rapidement en présentation synthétique le rôle de l'Agence nationale de renouvellement urbain, comment nous travaillons et quelle est notre relation avec l'État. Nous sommes effectivement, depuis la loi, nous ne sommes plus un opérateur, nous sommes un établissement public industriel et commercial à comptabilité privée, donc on est une forme un peu particulière qui est liée à notre mode de financement, ce qui ne nous empêche pas d'être contrôlé par l'État et au-delà de notre conseil d'administration. Donc nous avons une co-tutelle qui est assurée par le ministère de la Transition écologique et le ministère en charge des collectivités territoriales. Donc en termes d'administration, ça fait co-tutelle DGCL, DGALN, DHUP. Le contrôle économique et financier est assuré par la DGCL. On a bien un contrôle économique et financier. J'ai vu que vous aviez reposé la question dans le questionnaire. On a bien un contrôle économique et financier. Et au-delà de ce contrôle de l'État, on est bien évidemment, on agit sous le contrôle du conseil d'administration de l'ANRU, et nous avons un commissaire aux comptes qui vérifie nos comptes et qui, cette année encore, a certifié nos comptes sans réserve ni observation. Dans la relation avec l'État, au-delà du contrôle au niveau central et de l'articulation au niveau central, nos délégués territoriaux sont les préfets, comme je vous l'expliquais, comme beaucoup d'agences que vous avez auditionnées. Et donc, nous sommes dans un lien extrêmement étroit avec les préfets qui sont sur le terrain au contact permanent avec les collectivités territoriales, et je trouve que c'est un mode d'organisation qui est extrêmement pertinent et utile et qui permet vraiment d'allier le terrain et le national. Au niveau territorial, donc au-delà du préfet qui est notre délégué territorial, sont identifiés 305 ETP qui travaillent dans les DDT, DEAL, DRIL, selon les organisations territoriales de l'État, qui travaillent sur les programmes de renouvellement urbain pour le compte de l'ANRU. Donc on est dans cette articulation constante, et là aussi vous posez une question et on vous remettra par écrit les éléments dans notre réponse écrite que vous attendez pour le 11 avril. Les préfets ont délégation pour signer un certain nombre d'actes au nom de la direction générale de l'ANRU, mais les préfets sont surtout au pilotage sur la mise en œuvre de ces projets et des interlocuteurs du quotidien pour la directrice générale de l'agence que je suis. Voilà rapidement présenter la façon dont on travaille aujourd'hui et la façon dont on s'articule avec l'État. Pour ce qui concerne l'avenir de l'ANRU, effectivement, la question se pose de manière extrêmement précise, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un nouveau programme de renouvellement urbain? Le gouvernement nous avait confié une mission avec Cédric Van Stevendel, Jean-Martin Delorme et moi-même pour faire des préconisations au gouvernement. Dans ces préconisations, on a insisté sur la nécessité de poursuivre sur les quartiers, et par rapport à votre question, notre priorité, c'est vraiment de poursuivre et d'avoir un programme sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce qu'il nous semble que au regard des enjeux à la fois de fragilité socio-économique de ces territoires, mais également des dysfonctionnements urbains et environnementaux qui persistent dans un certain nombre de quartiers, il est nécessaire de poursuivre cette politique publique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais le gouvernement nous avait aussi interrogé pour savoir s'il pouvait être utile que la méthode ANRU que vous avez saluée en introduction puisse être utilisée pour répondre à d'autres défis sur d'autres territoires. Et donc par rapport à cette question, il nous a semblé qu'il était d'abord nécessaire, dans nos préconisations, on dit qu'il est d'abord nécessaire de poursuivre et consolider les dispositifs existants, notamment ceux de l'ANA qui sont des dispositifs importants pour traiter l'habitat privé, mais également ceux de l'ANCT, et que
l'ANRU pouvait, au titre de son expertise, être peut-être utile sur d'autres enjeux, d'autres territoires en complément, soit comme on l'a fait sur le PNR-CAD sur l'habitat privé dégradé, ou sur d'autres enjeux. Mais la priorité vraiment pour nous, dans le rapport que nous avons remis au gouvernement, c'est bien de poursuivre sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville où sont concentrées les populations les plus précaires. Voilà, Monsieur le Président, peut-être en introduction quelques mots pour répondre à vos questions introductives, mais je vais laisser le Président Vergrit peut-être dire en réaction d'autres. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur quatre points qui ont pu être évoqués par vous, Monsieur le Président, ou par Anne-Claire Mialot. D'abord, vous avez commencé votre introduction, Monsieur le Président, en insistant sur le fait que l'agence l'ANRU était sans doute l'une des plus connues des agences. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi. Je suis également maire et président d'intercommunalité. Aujourd'hui, une intervention de restructuration lourde dans les quartiers de la ville, qui est évidemment absolument indispensable, ne serait pas possible sans l'intervention de l'ANRU. C'est des comptes absolument indispensables aux bailleurs, aux aménageurs et aux collectivités locales pour pouvoir transformer le quartier. Et aujourd'hui, ce sont des millions d'habitants qui ont vraiment changé de vie, je préfère le dire comme ça, grâce aux interventions de l'ANRU. Et c'est sans doute aussi pour ça, et vous l'avez dit dans votre introduction, qu'aujourd'hui, parfois, on dit des quartiers en rue et puis on identifiait des projets en rue, tout simplement parce que sans l'agence, sans les programmes de rénovation urbaine tels qu'ils ont été engagés depuis 2003-2004, eh bien, on n'aurait pas réussi à changer la réalité quotidienne d'un certain nombre des habitants de ces quartiers. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une référence pour les maires, pour les présidents d'intercommunalité. Beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, considèrent presque que l'ANRU est une absolue nécessité et doit s'inscrire, je vais dire, ad vitam dans le paysage. Vous avez déjà entendu ces expressions de maire. La deuxième question que vous avez soulevée, c'est la question des territoires. Anne-Claire Mialot l'a évoquée pour justifier pourquoi ça avait été dans le rapport, quels doivent être les territoires prioritaires de l'ANRU. En fait, je dois vous avouer que je suis l'un des co-signataires de la lettre de mission qui a été donnée à Cédric Van Stevenal, Jean-Martin Delorme et Anne-Claire Mialot pour réfléchir à l'avenir du renouvellement urbain. Et c'est vrai qu'à l'époque, si nous avions mis ça dans la lettre de commande, c'est parce que, en tant que ministre du Logement à l'époque, je m'interrogeais sur un besoin de restructuration lourde dans d'autres quartiers de la politique de la ville. Comme l'a dit Anne-Claire Mialot, l'idée n'était pas de sortir de l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est la politique de la ville. J'étais encore, il y a quelques jours, au Franc-Moisin pour constater évidemment que les besoins de restructuration lourde sont encore là. Et donc, effectivement, il y a encore des besoins dans les quartiers de la politique de la ville de profonde transformation. Vous savez pourquoi. C'est un héritage, évidemment, d'une époque moderniste qui se justifiait à l'époque, mais qui aujourd'hui ne correspond plus aux attentes de la population ou même au fonctionnement normal d'une ville. Sauf que à l'époque, je me disais, mais il y a aussi des centres-villes anciens, de villes moyennes, avec un bâti obsolète. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi des besoins de restructuration lourde? Je me posais cette question, mais plutôt comme une question. Est-ce que l'expertise de l'ANRU, pas forcément l'intervention de l'ANRU, mais l'expertise, ce qu'on a appris finalement de la restructuration de ces quartiers en difficulté, est-ce que ça peut être utile à d'autres territoires? Le rapport mentionne d'ailleurs une autre catégorie de territoires, ces territoires qui vont devoir s'adapter rapidement aux changements climatiques en raison de traits de côte ou autre. Et donc, c'est cette question-là qui était sous-entendue dans la lettre de mission et auquel le rapport a cherché à répondre. Mais comme l'a dit Anne-Claire Mialot à l'instant, l'idée, ce n'est pas de changer la trajectoire prioritaire. L'ANRU reste évidemment mobilisée sur les quartiers de la politique de la ville où les besoins sont là les plus évidents et les plus saillants. Mais comme on l'a déjà fait quelque part pour le PNR-CAD, le PNR-CAD, c'est quelque part aussi d'autres quartiers, mais c'est extrêmement minoritaire par rapport au quartier de la politique de la ville. Mais est-ce que l'expertise de l'ANRU, la connaissance, la relation avec les élus locaux, est-ce que ça peut être utile pour d'autres territoires? C'était ça. C'était simplement ouvrir la question, pouvoir en débattre
avec les acteurs des territoires. Aujourd'hui, quelque part, le rapport met cette question sur la table sans aller forcément plus loin. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les quartiers de la politique de la ville, il y a encore des besoins, il faudra continuer. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, et Anne Carmialo l'a dit, c'est la dimension partenariale de l'agence. Vous avez auditionné Jean-Louis Borloo, j'ai entendu dans votre propos, je pense qu'il a dû vous dire effectivement l'importance des financements d'Action Logement et de la solidarité interbailleurs. 90% du financement du programme de rénovation urbaine, c'est Action Logement, c'est la solidarité interbailleurs, donc à travers l'USH. Donc c'est vrai que cette agence, elle doit mobiliser des partenaires financeurs qui ne sont pas spécifiquement l'État. Et même, on peut dire, l'État est même minoritaire, largement minoritaire dans le financement de ces programmes de rénovation urbaine. Donc, l'agence, l'ANRU aussi, se justifie par un intense travail partenarial. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'en tant que président de l'ANRU, je m'attache vraiment à faire fonctionner le partenariat, un bon rapport entre Action Logement, entre l'USH, évidemment l'État, mais également la Caisse des dépôts qui intervient, et le travail d'ensemblier qui est fait à côté des collectivités locales aussi, qui ne sont pas directement dans l'ANRU, mais qui interviennent dans les projets locaux aux côtés de l'ANRU et des bailleurs. Voilà, ce côté partenarial est quand même une grande caractéristique de l'ANRU qui a permis quand même d'avancer largement depuis l'existence de l'ANRU. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'ANRU, finalement, fonctionne par programme. Et c'était une volonté de Jean-Louis Borloo. Je ne sais pas s'il l'a exprimé devant vous, mais Jean-Louis Borloo était parti de l'idée que l'idée d'un programme, donc plus un programme de renouvellement urbain, était de nature à renforcer la visibilité aussi de l'action publique et du financement partenarial de l'agence. Et c'est vrai que c'est important, cette idée d'un début, d'une géographie identifiée, d'un ensemble de projets qui se terminent à un moment donné, mais après qui peuvent reprendre pour un programme d'ANRU si ce n'est pas terminé. Ça a quand même donné à l'ANRU une forte lisibilité de l'action publique dans les territoires. Les maires savent très bien ce qu'est l'ANRU 1, ce qu'est l'ANRU 2, ce qu'est le PNR cadre. Ces programmes-là ont eu une forte lisibilité de l'action publique et ça a aussi sans doute concouru à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire le fait que cette agence soit particulièrement connue. Voilà, c'est les 4 points que je voulais compléter dans le propos d'Anne. Très bien, merci Monsieur le Président. Je vais passer la parole à Madame le rapporteur. Merci. Je vais rebondir sur vos derniers propos de lisibilité de l'action publique. Vous me permettrez de penser que quand on étend les compétences de l'agence, enfin potentiellement au recul du trait de côte, on perd complètement en lisibilité de l'action publique. Le recul du trait de côte, ce n'est pas du tout la même problématique que celle qui existait au moment de la création de l'ANRU et que Jean-Louis Borloo nous a bien réexposé tout à l'heure, à savoir casser des grands ensembles qui avaient été conçus comme les cités ouvrières des ouvriers qui allaient à l'usine à côté, fermées sur elles-mêmes, alors qu'aujourd'hui, au contraire, on cherche à les ouvrir pour que ces quartiers ne soient pas de l'État dans l'État ou des quartiers dans les quartiers. Et la problématique du recul du trait de côte, c'est complètement autre chose et ça n'a strictement rien à voir. Il me semble aussi qu'on perd en lisibilité quand j'entendais dans les propos de la directrice générale que l'ANRU se trouvait associé au projet de la ville durable. Alors j'ai fait une petite recherche aujourd'hui. Moi, je trouve l'ADEME qui publie faire la ville dense, durable et désirable. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que fait l'ANRU. Alors j'ai trouvé l'ANRU. Vous appartenez à une association. Il a fallu créer une association qui s'appelle Ville et Territoire, France Ville et Territoire Durable. C'est là où on voit toute la richesse de l'État, parce que rien que dans les membres État de cette association, j'en compte déjà une vingtaine, de nature très diverse, parce qu'on compte le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon, voilà, on pourrait... Donc aujourd'hui, on entend le souci de lisibilité, mais finalement... Peut-être si je schématise, mais on a le sentiment qu'en voulant rajouter des nouvelles compétences à l'ANRU, c'est lui donner une raison de continuer à exister, alors même que finalement, ce qui avait donné naissance à l'agence, à savoir casser les grands ensembles créés dans les années 60-70, a trouvé sa fin. Quand des villes sont sorties de l'ANRU, à un moment, c'était surtout pour des contraintes budgétaires, c'est-à-dire qu'on estimait que eux, les collectivités qui sous-tendaient, pouvaient financer seules la fin des programmes, et pour concentrer les moyens sur les collectivités moins dotées.
Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces critiques, enfin en tout cas à ces remarques sur ce qu'était l'agence à sa création et ce vers quoi on pourrait la faire évoluer? Je peux me permettre peut-être de répondre à ça. Je voudrais revenir sur 2 choses. D'abord, je l'ai dit, le but du jeu, c'est de conserver la spécificité de l'agence sur les territoires de la politique de la ville, et le travail n'est pas terminé. Il suffit de se rendre dans un certain nombre de grands quartiers d'habitat social pour voir qu'il y a encore du travail. J'évoquais les Francs-1 tout à l'heure, mais on pourrait parler de Marseille, on pourrait parler de plein d'autres territoires aujourd'hui où on voit que les enjeux de la politique de la ville nécessitent encore des restructurations lourdes. Je me suis permis justement d'évoquer mon expérience de ministre du Logement à un moment donné, où à un moment donné j'évoquais une question, c'est-à-dire l'agence étant devenue un peu spécialiste de ces restructurations lourdes, l'idée n'est pas de lui changer sa vocation. L'idée, c'est de dire qu'elle a accumulé une expertise depuis un peu plus de 20 ans. Et est-ce que cette expertise peut être utile? C'est juste ça. Je n'ai pas dit demain que l'agence devait avoir un programme destiné aux traits de côte ou à d'autres territoires. C'est finalement cette expertise accumulée dans les quartiers de la politique de la ville depuis 20 ans, la connaissance, la compétence, le savoir-faire de l'intervention en ces manières, intervention quand même dans des territoires où il y a beaucoup d'habitants, souvent fragilisés. Ben, cette expérience-là, je me suis dit à un moment donné en tant que ministre du Logement, c'est pour ça que je l'ai intégré dans la commande, est-ce qu'elle peut être utile par ailleurs? C'était simplement une question. Vous évoquez votre point de vue. J'en prends acte, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était ça l'idée de base, c'était cette question de l'expérience des restructurations lourdes. Sur France Ville et Territoires Durables que vous avez évoqué, ça tombe bien, j'en ai été le président pendant longtemps avant de devenir ministre. C'est une structure qui a vocation à travailler sur le concept de ville durable à la française, l'essayer de justement faire rapprocher les acteurs d'une vision, j'ai envie de dire, homogène de ce que peut être la ville durable en France. Et quand vous faites des restructurations comme l'ANRU le fait, hein, quand vous faites des restructurations aussi lourdes, vous le faites évidemment avec un logiciel de transformation de la ville. Il semble effectivement intégrer des problématiques dans le nouveau bâti qui est construit, intégrer des problématiques liées au changement climatique et la lutte contre le dérèglement climatique ou l'adaptation au changement climatique. C'est un exemple. Mais c'est aussi la place aujourd'hui dédiée aux mobilités douces et actives. Ces questions-là font partie d'une réflexion sur ce qu'est la ville durable aujourd'hui, la ville durable, la façon dont on a envie de la développer en France. Et France Ville Durable porte cette réflexion entre tous les acteurs sur justement c'est quoi le concept de la ville durable en France, qu'est-ce qu'on a envie de défendre comme valeur. Notre vision de la ville durable en France est un peu différente de celle de la Chine ou des États-Unis. Elle a une spécificité et ces acteurs réfléchissent justement à ce qui est les éléments de base de l'aménagement en France. Voilà. Et voilà pourquoi tous ces acteurs se retrouvent dans cette association qui n'est pas une agence de l'État, hein, qui est une association qui vise surtout donc à réfléchir à ces différents concepts. Voilà, tout simplement. L'ANRU travaille sur la ville durable parce qu'elle défend cette idée-là. C'est-à-dire que quand vous avez un projet de restructuration urbaine lourde, quand vous avez un projet de renouvellement urbain qui passe devant le comité d'engagement, évidemment, l'ANRU examine si ça correspond effectivement aux enjeux de développement durable qui sont saillants dans l'aménagement urbain en France aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'ANRU, évidemment, est impliquée dans la ville durable. Quand vous transformez la ville, vous la transformez aujourd'hui en intégrant les canons du développement durable. Peut-être juste dire qu'aujourd'hui, notre intervention se concentre sur les QPV, exclusivement les QPV. On a un programme qui est dédié aux QPV. Nous ne faisons rien d'autre que les QPV. Après, il y a un rapport qui a été remis au gouvernement avec des préconisations qui répondaient à une lettre de mission. Mais aujourd'hui, en termes de compétences, l'agence n'intervient que sur les quartiers politiques de la ville
pour mettre en œuvre des programmes de renouvellement urbain, avec cette exigence effectivement de contribution à la ville durable qui est dans la loi. C'est un des objectifs qui était fixé dans la loi. Donc on applique la loi qui nous a créés, qui nous demandait de contribuer à la construction de la ville durable. Les 2 piliers des programmes de renouvellement urbain, c'est 1, contribuer à la mixité sociale, 2, contribuer à la ville durable et améliorer la vie des habitants des quartiers. Donc on applique la loi qui nous a créés et le programme qui nous est confié, qui prévoit effectivement d'intervenir sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, notre action, elle est vraiment concentrée sur ce sujet-là. Le débat sur le futur, pour l'instant, n'a été ouvert que par la remise d'un rapport avec des préconisations. Dans ces préconisations, c'est d'abord continuer sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et après, je ne sais pas ce qui sera fait de ce rapport. Est-ce que le gouvernement souhaitera retenir ou pas dans les préconisations? En tous les cas, aujourd'hui, nous ne travaillons que dans les QPV et les QPV les plus compliqués. Sur les 1500 QPV, 1536 ou 40 dans la dernière géographie prioritaire, on intervient sur 450 quartiers les plus difficiles de France, les quartiers qui concentrent les dysfonctionnements urbains les plus lourds, sur lesquels nous avons été mandatés pour intervenir, financer, accompagner les collectivités territoriales par rapport aux problèmes constatés localement. Merci. J'aurais voulu savoir ce qui a changé dans la vie de l'agence, le fait qu'elle perde son statut d'opérateur de par la loi Elan, si ce n'est qu'aujourd'hui, son suivi, on va dire, financier est très aléatoire, puisqu'on a pu constater que dans les premières données qui nous avaient été transmises, l'ANRU n'apparaissait plus, enfin avait complètement disparu du sujet des établissements publics suivis. Donc à part cette remarque factuelle, en tout cas pour ce qui nous concerne, est-ce qu'il y a eu des changements pour vous dans la gestion Le principal changement du passage à la comptabilité privée, c'est qu'effectivement nous n'avons plus de comptable public qui vérifie avant mandatement les dépenses. Donc l'intégralité de la responsabilité de l'engagement et du paiement des dépenses est portée par la directrice générale que je suis, qui est directrice générale exécutive de l'agence. En termes de contrôle, donc ce qui permet aussi d'accélérer les paiements et de faciliter aussi le déploiement et le déploiement du programme. En termes de contrôle, nous sommes contrôlés donc contrairement aux premières informations qui vous avaient été remontées, je crois qu'un rectificatif vous a été transmis. Nous avons bien un contrôleur économique et financier, c'est la Direction générale des collectivités locales qui rédige un rapport par an sur le sujet. Je crois que vous auditionnez bientôt la directrice générale des collectivités locales qui pourra vous en faire part, avec des travaux qui s'étalent sur toute l'année et qui sont des travaux de contrôleur économique et financier classique de l'État qui vient contrôler nos comptes. Nous avons également des contrôles réguliers de la Cour des comptes, comme toutes les agences de l'État. Nous avons aussi, donc, comme je vous l'ai indiqué, un commissaire aux comptes qui contrôle nos comptes et qui les certifie chaque année. Au-delà de ces contrôles qui sont organisés soit par les tutelles, soit par le commissaire aux comptes, dans le cadre de la loi Elan, il a été décidé la création d'un comité d'audit qui est composé à la fois d'experts en matière d'audit et de représentants du conseil d'administration. Et ce comité d'audit valide chaque année un plan d'audit sur lequel que nous présentons, qui comprend à la fois des audits externes et des audits internes, mais aussi un plan bien sûr de contrôle interne. Dans les audits externes, nous allons vérifier le bon usage des deniers publics qui sont affectés, par exemple, aux bailleurs ou aux collectivités locales, en allant vérifier l'usage à la fois conforme à la destination, mais aussi les modalités de paiement et de mise en œuvre de l'opération, et aussi des contrôles internes que nous organisons et des audits internes que nous organisons sur nos process de fonctionnement interne. Et la mission, le pôle maîtrise des risques, m'est directement rattaché, ce qui me permet de faire diligenter les audits et contrôles lorsque je considère qu'il y a un sujet particulier qui peut m'être signalé par diverses voies. Donc on a déployé, et ça a été un élément très suivi aussi par nos tutelles, un plan de maîtrise des risques extrêmement important. On est une agence qui gère de l'argent public,
et qui nécessitent des contrôles particulièrement importants. Et donc je m'attache à mettre en œuvre cette politique de contrôle de manière la plus exhaustive possible. Merci. En 2024, l'Inspection générale des affaires culturelles a produit un rapport sur culture et QPV qui, je résume, dit assez souvent que l'ANRU agit seul, ce qui a pour conséquence que dès que la barre restaurée, rénovée est livrée, en fait, dès le lendemain, elle est sujette à des dégradations, des tags ou autres. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas préparé aussi, il n'y a pas eu un vrai rôle de coordination des acteurs socio-culturels de manière à préserver aussi la qualité de l'habitat dans la durée. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette critique? Pour compléter la question de Madame le rapporteur, en fait, l'ANRU, à l'époque, quand l'ANRU a été créé, il y a, en même temps, le pendant, c'était l'accès. Donc l'agence de cohésion sociale faisait ce travail-là d'accompagnement social, parce qu'il ne s'agissait pas de faire du développement urbain sans travailler sur la question des habitants d'une manière générale et comment vivait socialement un secteur. L'accès a été transformé en autre établissement et à la fin, on arrive à la NCT aujourd'hui. Et en effet, l'ANRU est resté. Et donc, tout ce travail, cette lisibilité de l'ANRU par rapport au travail d'enrumation urbaine est complètement identifiée et devient presque historique maintenant. Par contre, qu'en est-il de l'opérateur ou de la structure qui accompagnait socialement, en termes de projet aussi, la vie des gens dans ces quartiers qui évoluaient? Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce qu'on a vu qu'un ensemble de structures se sont succédées. Est-ce que vous remarquez que ce travail, maintenant aujourd'hui porté par la NCT, est tout à fait à la hauteur des enjeux de renouvellement urbain, ou est-ce que c'est devenu une difficulté au fur et à mesure, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait retrouver comme à la création de l'accès au même moment que l'ANRU a été créée? Peut-être quelques mots, puis je ne sais pas si le président souhaitera compléter, mais alors, dans la loi du 1er août 2003, effectivement, on avait deux piliers. Peut-être que Jean-Louis Borloo vous l'a dit à l'instant. Il y avait le renouvellement urbain et la politique de cohésion sociale. Et la loi de 2003, elle avait vraiment cette volonté assemblière en disant il faut bien sûr une intervention extrêmement forte en matière de renouvellement urbain dans les quartiers, mais il faut aussi que dans chaque quartier, on ait des plans de cohésion sociale qui soient votés pour permettre d'avoir cette approche globale et puis avoir aussi, une fois que la politique de renouvellement urbain est intervenue, le suivi en matière de gestion de la suite de ce qui est donné dans le quartier. La loi de 2014, la loi Lamy, avait la même ambition. La loi de 2014 renforce encore plus l'articulation entre renouvellement urbain et contrat de ville en disant qu'il fallait que les choses soient complètement imbriquées. Aujourd'hui, comment on travaille concrètement? Donc la partie politique de la ville, mobilisation pour les quartiers, est gérée effectivement par nos collègues de la NCT dans le cadre de leur mission et avec une délégation très forte au niveau des préfets qui animent le partenariat sur ce point-là. Nous, pour ce qui concerne l'ANRU, par rapport à la question notamment de qu'est-ce qu'il advient du quartier une fois que le renouvellement urbain est intervenu, ce qui est une question fondamentale, nous demandons aux collectivités territoriales de travailler sur des plans de gestion qui doivent normalement permettre d'envisager, et donc ces plans de gestion sont demandés lorsque le projet urbain est présenté en comité d'engagement pour validation des financements, et donc normalement la collectivité doit s'engager sur un plan de gestion qui intègre l'ensemble des éléments que vous indiquez, à la fois comment on continue à entretenir le quartier, à garantir la qualité de vie dans le quartier, mais aussi sur d'autres sujets, par exemple les enjeux de sécurité. Quand on travaille sur des quartiers sur lesquels on a des enjeux de sûreté particulièrement importants, on travaille bien en 3 temps, à la fois la prévention, l'intégrer dans les programmes de renouvellement urbain en prévention situationnelle, la prise en compte des enjeux de sûreté dans les plans qui sont élaborés et validés, la prise en compte des enjeux de sûreté pendant la phase travaux lorsque nous avons des difficultés et la prise en compte des enjeux de sûreté dans le plan de gestion
post-travaux, parce qu'effectivement, la question du plan de gestion, elle est particulièrement importante. Donc après, je vous avoue que je ne me rappelle pas de ce passage-là du rapport de l'IJAC sur la question de l'articulation entre culture et QPV, sur la question de la suite qui est donnée, mais en tous les cas, ce qui est demandé aux collectivités par l'ANRU, c'est qu'il y ait effectivement un plan de gestion pour veiller à ce que, une fois les quartiers rénovés, on est bien effectivement un suivi en gestion urbaine de proximité sur le quartier rénové. Mais je pense que ça fait partie des points sur lesquels on peut collectivement s'améliorer, parce que pour me rendre beaucoup sur le terrain, je peux voir des quartiers qui ont été rénovés dans le cadre du PNRU qui n'ont pas un niveau d'entretien qui pourrait être jugé satisfaisant au regard de l'argent que nous avons collectivement investi. Et donc ça fait partie des points de progression probablement sur le futur, pour garantir le fait que dans la durée, les programmes continuent à bénéficier, à permettre un environnement renouvelé pour les habitants des quartiers. Donc ça fait partie des points, je pense, effectivement, sur lesquels il faudrait qu'on soit plus mobilisé. Sur la question de l'articulation avec la cohésion sociale, ça fait partie des préconisations aussi du rapport que nous avons remis au gouvernement. Il nous semble qu'il faut là aussi veiller à ce que dans la mise en œuvre de nos programmes, on ait une meilleure articulation entre ce que l'on fait en matière de renouvellement urbain et ce que l'on peut faire en matière de cohésion sociale. Souvent, je prends cet exemple-là, mais on peut aller au-delà de la cohésion sociale. Nous finançons des écoles, c'est important, mais s'il n'y a pas de professeurs pour enseigner dans ces écoles, on n'aura fait que la moitié du chemin. Donc on a bien un sujet d'articulation globale des politiques publiques entre elles. Quelques mots pour compléter les propos d'Anne-Claire Diallo, pour rappeler quand même la façon dont les choses se passent sur le terrain. D'abord, ce sont les acteurs locaux, et en premier lieu les maires et présidents d'intercommunalités, mais aussi les bailleurs, qui sont en première ligne dans les projets. Ce n'est pas l'ANRU qui définit les projets de transformation des quartiers, qui identifie la façon dont il faut travailler, ni même qui va à la concertation avec les habitants. Vous doutez bien évidemment que ce sont les acteurs locaux. Et donc, la question de l'articulation, et je suis maire, donc je le vis complètement au quotidien, la façon dont est articulée la transformation urbaine avec le social, c'est ma responsabilité de maire. La façon dont on associe au quotidien les habitants, c'est ma responsabilité de maire. La façon dont les bailleurs sociaux vont s'engager sur la gestion urbaine de proximité et l'entretien, c'est ma responsabilité de maire d'aller sonner le tocsin, d'aller interpeller l'État si c'est nécessaire, interpeller l'ANRU si on souhaite son soutien dans ce rapport aux bailleurs. Mais c'est d'abord à l'initiative locale, évidemment, de prendre. Évidemment, l'ANRU vérifie. C'est-à-dire qu'au moment du comité d'engagement, au moment où les projets, effectivement, sont validés, l'ANRU vérifie bien que la participation des habitants est intégrée, que les enjeux de gestion urbaine de proximité ont été intégrés, que l'ensemble des choses. Mais après, j'ai envie de dire, la réalisation sur le terrain, c'est plus directement l'ANRU, c'est éventuellement le préfet, mais beaucoup le maire, beaucoup les bailleurs sociaux, les acteurs de terrain qui font évidemment le suivi quotidien des choses. Donc je vais insister aussi là-dessus. L'ANRU, j'ai envie de dire, fait sa part de vérification, impose un certain nombre de choses, impose par exemple des éléments sur la participation des habitants et l'implication des habitants dans les projets. Mais après, je veux dire, les responsables pour faire vivre au quotidien sont quand même les acteurs locaux, ce qui est assez logique puisque les projets viennent de leur initiative. Le comité d'engagement valide des projets qui émanent quand même des acteurs locaux. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que la pertinence du projet, elle peut être validée, mais l'ANRU n'a jamais été là pour se substituer aux acteurs locaux et au suffrage universel au moment des municipales. J'ai un sujet par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est vrai que l'ANRU est un dispositif exceptionnel pour, je dirais, réparer la ville à des endroits où il y a besoin de reprendre, parce que c'est l'histoire de la France, de la construction de l'après-guerre, enfin, c'est notre histoire commune. Et parfois, je dirais, les objectifs politiques de cette histoire sont parfois à certains endroits tout à fait discutables. Malgré tout, ça reste notre histoire commune, il faut la gérer avec respect à la fois
par rapport peut-être à l'honnêteté des gens qui étaient à notre place à un moment donné, mais aussi par rapport aux gens qui habitent encore aujourd'hui et à ceux qui ont vécu et qui ont construit du bonheur et qui ont créé de la vie, en fait, dans ces morceaux de ville qui étaient souvent des espaces excentrés ou des îlots qui étaient très particuliers par rapport à la collectivité, je dirais, historique. Donc ce temps particulier qui permet de réparer la ville est nécessaire et l'ANRU, de son point de vue, a fait un travail exceptionnel et continue à le faire. Quand même par rapport à ce qui se passe après, une fois qu'on a fini le projet. Moi, j'ai l'expérience d'un quartier ANRU chez moi, très particulier parce qu'en centre-ville, en fait, on a repris tout ça. Et c'est vrai que l'ANRU permet un accompagnement très important sur la question de la gestion urbaine de proximité, la question du diagnostic en marchant. Enfin, l'ANRU permet une ingénierie qu'on ne peut pas mettre en œuvre sans le dispositif lui-même. Ce que je veux soulever comme réflexion, et c'est aussi un peu une question, c'est qu'une fois que le dispositif est terminé, je dirais que toute l'ingénierie qui va avec, la collectivité n'est pas forcément en capacité de la porter de manière autonome. Et quand on est en politique de la ville, d'une manière presque, enfin, on est vraiment avec des effets de seuil. L'ANRU permet de réparer à la fois le quartier, permet aussi de la mixité sociale, fait monter une classe moyenne avec des gens différents qui arrivent aussi sur le secteur. On peut d'ailleurs sauter une strate territoriale. En fait, ça change complètement les données sociales, économiques, de population de la collectivité. Et en fait, en ayant fait un travail très important, en ayant eu recours à des moyens très conséquents de l'État, porter des projets sur de nombreuses années, on peut se retrouver avec parce qu'on a gravi un échelon, on peut se retrouver en très grande difficulté parce qu'on a très bien travaillé, parce qu'on perd la DGF, parce qu'on est sur des choses comme ça. Je pose ça comme ça parce que ça interroge sur les suites de l'ANRU dans une histoire positive où en effet on a été jusqu'au bout du projet, ça a produit des effets, mais en fait à la fin ça dégrade, je dirais financièrement la collectivité, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, malheureusement, je dirais que, ok, c'est de la responsabilité du maire et de la collectivité de porter tout un ensemble de politiques, d'avoir la responsabilité de faire ou de ne pas faire et de se présenter au suffrage universel, sauf qu'à un moment donné, l'ANRU fait tellement, enfin, le rénovation urbaine engage un travail tellement de changement de fond qu'on n'est plus tout à fait sur la même ville non plus. Et comment, enfin, est-ce que c'est une réflexion que vous avez dans le cadre des projets, parce que maintenant il y a 20 ans d'histoire en fait de rénovation urbaine, sur des secteurs très différents, notamment sur des copropriétés dégradées, qui a été d'ailleurs le fonds de commerce quelque part de l'ANRU, hein. Le point de départ, je crois que c'était du côté de la commanderie à Nogent-sur-Oise, ça a été un des premiers projets un peu exemplaires, et il y en a eu beaucoup d'autres. Mais comment on accompagne les collectivités, ces quartiers-là, sortis de l'ANRU, parce que, comme vous le disiez, Madame la directrice générale, c'est qu'en fait, quelques années après, on s'aperçoit que le niveau d'entretien, on s'aperçoit qu'il y a des dégradations, on s'aperçoit que tout fonctionne très bien, même ça va même plus loin que, en fait, ça a très bien fonctionné et les gens se sont complètement appropriés les espaces et c'est quelque chose d'extrêmement vertueux qui s'est mis en œuvre. Voilà. Est-ce que dans votre lettre de cadrage, plutôt que d'aller chercher, enfin, on dira comme ça, chercher de nouvelles compétences à de nouveaux endroits, est-ce que ce travail de l'après-ANRU, c'est quelque chose qui est important dans vos esprits? Enfin, il est effectivement très important parce que c'est la promesse du programme de changer la vie des habitants du quartier, en tout cas le cadre de vie, au moins à minima de changer le cadre de vie des habitants des quartiers. Après, dans la construction des politiques publiques, c'est quelque chose qui est porté après par le contrat de ville. Donc si le quartier reste en géographie prioritaire, il y a un contrat de ville, et donc c'est dans le contrat de ville que les choses peuvent être gérées entre État, collectivité, voilà. Mais l'ANRU, effectivement, en termine. C'est un programme, on finance uniquement sur la période du programme. Aujourd'hui, la loi nous a confié cette mission-là de financer de l'élaboration du projet jusqu'à la fin du projet. Et effectivement, on ne continue pas après sur la partie gestion
quotidienne qui relève à la fois de la responsabilité du maire et dans le cadre d'une contractualisation qui, si le quartier est toujours en QPV, et la contractualisation contrat de ville, qui est la contractualisation qui réunit les collectivités, l'État et l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux spécifiques au quartier. Donc, voilà la construction telle qu'elle est aujourd'hui, et avec les outils de suivi que vous connaissez parfaitement, sur notamment l'engagement des bailleurs dans les contrats de vie. Donc voilà, donc c'est la façon dont ça s'organise aujourd'hui. Après, encore une fois, on peut envisager on peut envisager d'autres modalités de fonctionnement. Aujourd'hui, les modalités sont celles-ci. Et je pense que sur les territoires sur lesquels les collectivités sont engagées aux côtés de l'État, les choses se font. Enfin, je laisserai Monsieur le Président en parler sur Dunkerque. Je crois que les choses avancent comme cela. Oui, un mot pour compléter. Le choix de l'ANRU à travers la notion de programme, c'est un début et une fin. Voilà. Donc effectivement, le principe même du projet, il y a un début et une fin. Ça donne de la lisibilité de l'action publique parce qu'au finalement, on sait à quoi a servi l'argent, notamment de l'ensemble des partenaires comme Action Logement et de la solidarité interbailleurs. On sait qu'il y a un début, une fin, un accompagnement, etc. Et donc, du coup, votre question est totalement légitime. C'est qu'est-ce qui se passe qu'effectivement, une fois que l'ANRU a terminé son projet, son programme, l'accompagnement de son programme. Là, pour moi, votre question, elle relève davantage du fonctionnement en France du rapport commune-intercommunalité. Si je prends l'exemple de Dunkerque, je suis également président de l'intercommunalité et maire, évidemment, on est en train d'engager des programmes en rue. Il y a notamment une commune qui correspond assez à ce que vous avez dit, qui est Saint-Paul-sur-Mer, où les changements sont quand même substantiels. L'équilibre de population va changer, est en train de changer. Évidemment, l'intercommunalité est présente. Il y a des mécanismes de solidarité à l'égard de la commune qui sont mis en place à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc, évidemment, ça renvoie, votre question renvoie effectivement au fonctionnement, j'ai envie de dire, presque normal de la gestion de la ville aujourd'hui entre communes et intercommunalité. Est-ce que la commune est en mesure de développer une ingénierie à la hauteur des enjeux qui se passent dans sa commune? Est-ce que la commune peut être accompagnée dans le logement? Je vais vous donner qu'un exemple. Je vais vous donner un exemple. Sur le territoire dunkerquois, on a actuellement 20 000 emplois qui vont arriver. Un certain nombre de communes doivent construire des logements pour pouvoir en accueillir aussi de nouveaux arrivants, et notamment de logements sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équilibre pour une commune de l'arrivée d'un logement social, la commune perd. C'est-à-dire quand vous regardez les dépenses de CCAS, les dépenses pour construire des écoles nouvelles, et ce que vous allez enregistrer en termes de recettes aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de TH, parce que, voilà, pour plein de raisons, aujourd'hui, la commune n'est pas gagnante. Et donc, l'intercommunalité a mis en place un dispositif pour accompagner ces communes, y compris avec le système de dotation de solidarité communautaire. On aide la commune à faire face à la construction de nouveaux logements dans son territoire. Donc, ça pose plus largement la question du fonctionnement intercommunal, de la solidarité intercommunalité commune, de la solidarité intercommunale au sens large du terme, et la façon dont on gère le territoire réel de la ville, qui n'est pas toujours le territoire administratif de la commune. Et donc, votre question est beaucoup plus large. C'est vrai que l'ANRU s'arrête à un projet, et après, on retombe dans le droit commun du rapport commune-intercommunalité. J'ai une question de Pauline Martin. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, moi, je vais rester très pratico-pratique. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur votre budget, votre nombre d'agents ou de salariés, quel statut, etc., etc. Et Hervé Reynaud. Oui, c'était très intéressant cet après-midi, puisqu'on a donc auditionné Jean-Louis Borloo, et on a le plaisir d'échanger avec vous maintenant. Lors de votre nomination, Madame la Directrice Générale, vous aviez dit que vous vouliez rester fidèle, finalement, aux ambitions des créateurs en 2003. Moi, j'ai plutôt travaillé en tant qu'élu local avec votre prédécesseur Nicolas Grivel sur l'agglomération stéphanoise dans la Loire. Est-ce que vous avez répondu à cette ambition-là, à cette volonté-là de pouvoir rester fidèle aux créateurs, à écouter Jean-Louis Borloo? Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont évolué.
C'est vrai que, notamment, la rénovation urbaine, qui était une grande cause nationale, qui est peut-être un peu moins. Ce lien contractuel avec les élus locaux, moi j'ai ressenti au fil des années quand même une forme de bureaucratie et de complexification quand même des process avec les territoires. L'arrivée de nouveaux opérateurs, effectivement aussi sur les territoires. Voilà, ne pensez-vous pas que l'ANRU est un petit peu à la croisée des chemins, ou peut-être pour tourner la question autrement, dans quelle mesure rendre encore plus efficace, puisque aujourd'hui les agences, les opérateurs sont décriés, mais aussi notre travail ici, c'est de voir comment rendre plus efficace l'action publique, et notamment d'agences telles que l'ANRU. Et avant de passer la parole à Christian Bia pour compléter ce que vient d'évoquer Hervé, là, peut-être ça tuile avec la réflexion sur la question de la politique de la ville. Enfin, il y a eu un rapport, notamment de Jean-Louis Borloo, sur la question de la politique de la ville, dont on connaît le destin. Voilà. Quelle réflexion par rapport à ce qu'il y avait dans ce rapport et ce qui s'est passé à la suite du dépôt de ce rapport. Christian. Merci, Madame. Non, moi j'aurais deux questions. Est-ce que, quelque part, les collectivités petites ou moyennes ne sont pas oubliées dans le programme de l'ANRU? Parce qu'on a aussi des communes de moins de 10 000 habitants qui ont des secteurs insalubres, des problèmes d'habitat ancien à rénover. Elles cherchent désespérément des moyens de réaliser ça. Et la deuxième chose qui complète un peu ce qui a été dit, est-ce que vous n'êtes pas enfermé un peu dans un périmètre d'urbanisme au sens étroit du terme? Parce que moi, je ne suis pas d'accord du tout aujourd'hui avec la pensée de l'administration française qui considère que l'urbanisme, c'est que du bâti. Pour elle, l'urbanisme, c'est une façon de vivre ensemble sur un territoire. Et s'arrêter au bâti, c'est regarder l'habitat par le petit bout de la lorgnette. Et moi, je me fais une réflexion. En même temps qu'on dynamite les tours, chez moi, dans les Roues à Montpellier, on inaugure en grande pompe l'Arbre Blanc, qui est une tour. Ah bon, une tour avec une beauté architecturale, si vous voulez, mais c'est de l'habitat vertical. Et donc moi, je suis un peu surpris. Je crois que l'habitat, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Parce que si je reste à Montpellier, parce que moi j'adore parler de ce que je connais, le quartier sensible, le quartier de la Paillade, c'était un merveilleux quartier il y a 40 ans. C'était un merveilleux quartier. Les gens se battaient pour aller y habiter. Il y avait une mixité sociale extraordinaire. Et pourquoi aujourd'hui, alors que, encore une fois, c'est le même habitat? On dit c'est la faute à l'habitat. Et pourquoi avec le même habitat, il y a 40 ans, il n'y avait pas de problème? Est-ce qu'on ne prend pas un peu le truc à l'envers? Et est-ce qu'en ne se concentrant pas que sur le problème architectural, on ne passe pas à côté de quelque chose? Et Michael Weber. Oui, c'est un petit peu sur le même sujet. Moi, sur le territoire mosellan que je connais bien, j'ai des remontées aujourd'hui de plus en plus fortes. Et le mot fort est pas très fort en réalité. Entre des communes où il y a effectivement des actions très fortes de la part de l'ANRU, et à proximité, pour ne pas dire juste à côté des communes, alors effectivement en raison d'un seuil de population qui n'ont pas eu un accompagnement. Et j'avoue moi-même que c'est choquant, je le dis tel que je le perçois, c'est choquant quand on va dans des communes où il y a eu des actions, des moyens mobilisés qui ont permis peut-être de changer, et c'était heureux. Je pense à Béron-les-Forbach pour la commune que je connais bien, et qu'à côté d'autres communes, de Phare-et-Birsulaire et Tédin, pour des raisons de seuil, n'ont pas pu bénéficier d'accompagnement et le demandent à corps et à cri. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a une interrogation à avoir, ou il y aurait à avoir sur l'efficacité de l'action telle qu'elle peut être menée, pour que ça soit un peu plus juste, un peu plus efficace, parce que les problématiques auxquelles ces collectivités font face sont en somme toutes les mêmes, et qu'il y a une incompréhension de la part de la population qui va croissante, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a une telle disparité entre deux collectivités voisines. Merci. Alors, j'ai essayé de répondre aux différentes questions. Sur le budget et salariés. Donc, nous avons un budget, nous avons un programme pluriannuel, le NPNRU, qui représente
12 milliards d'euros de subventions et d'équivalents subventions. En subventions pures, on est sur 10,8 milliards de subventions et 3,3 milliards de prêts qui sont donc considérés comme équivalents 1,2 milliard de subventions. Vous retrouvez les 12 milliards. Ces 12 milliards sont dépensés sur 10, 15 ans selon les cas. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, nous avons décaissé 1 milliard d'euros parce qu'on est en phase vraiment active du NPNRU. Voilà. Oui, j'y viens. Donc, sur le programme d'intervention, sur les 10,8 milliards de subventions, sont prélevés sur l'ensemble du programme 250 millions d'euros pour le fonctionnement de l'agence sur l'ensemble, donc sur les 15 ans. Et donc, on a un budget annuel de l'agence en termes de fonctionnement qui s'élève à peu près à entre 22 et 24 millions d'euros selon les années en solde net. Et sur ce budget-là, vous avez 14 millions de masse salariale. On vous donnera tous les chiffres précis si vous le souhaitez. De toute façon, ils sont tous à disposition dans notre budget. Donc on est sur un part en termes de budget de fonctionnement par rapport à la totalité de notre programme qui est quand même assez restreint au regard du volume des interventions. En termes d'ETP, pour répondre à votre question, nous avons 135 ETP à l'agence au niveau national, hein, donc au niveau du siège. Sur ces 135 ETP, nous en avons 115 qui sont dédiés aux politiques de renouvellement urbain. Les autres ETP sont affectés à la mise en œuvre pour le compte de l'État des programmes complémentaires dont je parlais en introduction, programmes d'investissement d'avenir essentiellement, qui donc autofinancent en fait les postes correspondants. Donc sur le strict périmètre des programmes de renouvellement urbain, nous avons 115 personnes au niveau national. Pour vous donner après plus de détails, on a une grosse partie qui est financière, vous imaginez, vu qu'on a à la fois la fonction d'engagement et de contrôle. Donc on a 50 personnes dans la direction financière et les autres profils sont plutôt des profils d'experts, architectes, urbanistes, ingénieurs qui sont des experts en capacité de venir accompagner et conseiller les collectivités territoriales dans leurs projets. Donc voilà, donc on est une agence petite au regard du budget que nous gérons. Je pense que dans l'ensemble des agences que vous devez voir, on est une agence avec quand même assez peu de TP au niveau central. Au niveau territorial, je vous l'ai dit tout à l'heure, les préfets sont nos délégués territoriaux et il y a environ, l'État estime qu'il y a à peu près 300 équivalents temps plein dans les DDT DRIL, DEAL qui participent au pilotage de la politique de renouvellement urbain parce que tout notre chaînage s'appuie bien sûr sur le territorial. Toutes les dépenses sont d'abord validées au niveau territorial pour qu'on soit bien sûr que le service soit fait. Ce n'est pas au niveau central qu'on le fait, on s'appuie sur les préfets et DDT qui nous disent oui c'est bon, le service est fait et donc après nous on paye au niveau central. Donc on a un système qui est maintenant rodé, qui s'est mis en place au fur et à mesure. Voilà rapidement sur les aspects, j'espère que j'ai répondu Madame la sénatrice à vos questions en matière de budget ETP. Je vais poursuivre. Alors juste, nous, on n'a pas exactement les mêmes chiffres que vous. On est plutôt à un peu plus de 30 millions d'euros, là où vous nous en parliez de 22. 14,4 millions d'euros de charges de personnel et 15,7 millions d'euros de charges de fonctionnement. Ça, c'était votre budget initial 2024. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu... Ouais, mais en exécution, on est un peu en deçà. Et en plus, je vous ai parlé en solde net parce qu'il y a une partie qui est refacturée sur les PIA. Les programmes d'investissement d'avenir, et donc du coup en solde net, ce qui a impacté sur le NPNRU, sur le programme national. En fait, tout dépend le périmètre. Si vous prenez le périmètre agence... De toute façon, si c'est refacturé au PIA, ça coûte quand même aux contribuables. Oui, mais il y a le périmètre agence, il y a le périmètre NPNRU. Là, je vous parlais du périmètre NPNRU, ce qui est vraiment porté sur le programme de 12 milliards. On a 23 millions d'euros de frais de fonctionnement nets qui sont portés sur cette année sur le NPNRU. Après, on a d'autres frais de fonctionnement qui relèvent des programmes d'investissement d'avenir. Mais tout ça, on vous redonnera les chiffres très précis. Voilà, alors parce que moi, sur ce même périmètre, j'avais 2 milliards 100 de charges d'intervention. Donc voilà, c'est comme les 2 ça. milliards 100, ce sont les engagements. On est en comptabilité privée, donc dans le tableau. Oui, non, mais c'était juste pour vous dire si moi je raisonnais en périmètre PIA ou pas. Vous pouvez voir si c'est. Alors les 2 milliards en question, c'est les 2 milliards d'engagement. C'est pas les 2 milliards de paiement. On a payé 975 millions, on a engagé 2 milliards. Donc c'est pour ça que
dans le tableau qui vous a été remonté en complément de celui qui ne vous avait pas été remonté au départ, on a mis les charges, les charges d'intervention, c'est en fait les engagements, c'est ce qui est dans notre comptabilité. On vous a mis ce qu'il y a vraiment dans notre compte de résultats, ce qui était ce que vous demandiez. Ce qui était un peu particulier pour nous pour remplir les cases, c'est que vu qu'on n'est pas un opérateur, qu'on est en comptabilité privée, les cases que vous avez prévues pour la comptabilité publique, c'est pas exactement les mêmes en comptabilité privée. Donc du coup, on vous a mis les éléments de la comptabilité privée, ce qui nous avait été demandé dans le questionnaire. Voilà. Et juste, je voudrais revenir sur, vous avez utilisé le verbe estime, l'État estime. Comment est-ce qu'on peut estimer dans un État? Je ne sais pas, soit il y a des agents, soit ils sont là, soit ils ne sont pas là. Alors, et je pense même qu'on est capable de quantifier. Si un agent il fait 50% de son temps sur du programme ANRU et 50% de son temps sur du programme ANA, on doit être capable de dire, estime, sinon on va finir par croire qu'on estime tout, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on se trompe d'ailleurs à la fin de l'année. Mais... Alors je m'excuse pour le terme qui était probablement mal choisi. Chaque année, nous avons une enquête auprès des services de l'État qui nous remonte très précisément le nombre d'ETP qui est affecté à la mission. Et donc dans le tableau qui nous est remonté, que je peux aussi transmettre à la commission, nous avons un chiffre exact. Alors cette année, ça doit être 305. Excusez-moi si c'est 310, on vous redonnera le chiffre exact et le tableau associé pour que vous puissiez avoir les éléments précis à votre disposition. Mais ils ne sont pas à votre charge. Non. On est d'accord. Non, mais c'était bien qu'on sache que c'est pas une estimation, mais qu'en fait c'est une comptabilité chaque année. Et juste sur le statut des ETP, je rebondis, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que vous avez des fonctionnaires? Si oui, dans quelle proportion et sous quel statut? Alors, je reprends, excusez-moi, les éléments qu'on avait commencé à préparer. On a majoritairement des salariés de droit privé. 84% de l'effectif actuel sont des salariés de droit privé. Le reste sont des fonctionnaires en détachement. Et donc majoritairement, bien sûr, en CDI. Mais on vous a préparé toutes les réponses à vos questions. Et par rapport aux effectifs, là, sans faire de l'archéologie RH, mais entre 2003 et maintenant, les effectifs ont évolué comment? Les effectifs ont augmenté. Après, selon les périodes, avec des hausses et des baisses selon les phases du programme, là, la principale augmentation est liée au fait que nous avons internalisé la partie comptabilité publique qui était auparavant au niveau de l'agence comptable. Donc c'est un élément qui a permis, qui a contribué à évoluer. L'ANRU a toujours été, sur les programmes NPNRE, on a toujours tourné autour d'une centaine de personnes affectées au programme, voilà, plus ou moins selon les périodes. Après la création de l'ANRU en 2003, non, il n'y avait pas 100 personnes, mais ça s'est monté en charge progressivement, ce qui est normal. Juste une dernière chose sur l'aspect masse salariale. Si je fais un calcul bêtement mathématique, si je divise 14 millions par 135 ETP, ça fait quand même 100 000 euros en moyenne de salaire. Comment est-ce qu'on le justifie? C'est pas 100 000 euros de salaire, parce que sinon les agents seraient quand même particulièrement bien payés. On est sur une masse salariale qui compte l'intégralité des cotisations patronales, salariales, etc. Donc je pense que, voilà, là encore, si vous voulez des éléments précis en matière de rémunération, on vous les transmettra. Je ne pense pas qu'on soit une agence sur laquelle il y a des problématiques. Et donc on est sur des salariés, donc essentiellement, comme je le disais, de droit privé, mais comme si vous le souhaitez, on pourra vous transmettre bien évidemment ces éléments plus précis. Peut-être pour passer aux autres questions qui ont été posées. Donc, par rapport à votre question, monsieur le sénateur, savoir si je suis restée fidèle à ce que j'avais... à mes engagements devant la représentation nationale il y a 3 ans. Je crois que dans les éléments que je vous avais indiqués, je vous avais indiqué que mon souhait c'était de faire en sorte que les programmes se déploient rapidement dans les quartiers, qu'on respecte l'objectif de 2026 et puis que l'on puisse effectivement respecter les grands enjeux qui étaient ceux d'améliorer la vie des habitants des quartiers, mais aussi de travailler sur la mixité sociale et sur la construction de la ville durable. Je crois que l'ANRU, mais vous avez été plusieurs à le dire, a montré qu'elle était en capacité à la fois de porter des projets ambitieux et de les déployer sur le territoire. Et je pense que sur ce point-là, je ne peux être que satisfaite du travail fait par les équipes concrètement sur le terrain. Sur les points d'amélioration, voilà, vous avez évoqué la question
de l'articulation avec les élus locaux. Vous avez évoqué la question des procédures qui se sont alourdies selon vos mots depuis 2003. Vous avez posé la question de l'articulation avec les autres opérateurs, l'articulation avec la politique de la ville. Sur l'ensemble de ces sujets, depuis 3 ans que cette responsabilité m'a été confiée, on a essayé d'avancer aussi sur la simplification. On a pris des mesures de simplification dans la mesure où, dans ce qui était possible avec le programme tel qu'il était engagé. Nous avons aussi travaillé sur une meilleure articulation avec les autres opérateurs, notamment dans le cadre de Quartiers Résilients, qui est une démarche que nous avons engagée pour renforcer la prise en compte des enjeux de résilience dans les quartiers de renouvellement urbain. Nous avons essayé d'améliorer notre articulation, notamment avec l'ADEME. Vous parliez de Bérennes-les-Forbach, monsieur le sénateur, à l'instant. Par exemple, à Bérennes-les-Forbach, il y avait un enjeu de raccordement au chauffage urbain pour que dans le cadre du projet, on puisse garantir la bonne mise en œuvre globale du projet. Et on a essayé de faire en sorte qu'avec l'ADEME, on soit bien coordonné pour qu'on puisse en même temps financer l'extension du réseau qui était nécessaire et la réhabilitation des logements pour garantir une prise en compte globale du sujet. Donc oui, nous avons essayé d'améliorer ce fonctionnement. Après, comme nous le montrons nous l'avons indiqué dans le rapport sur le futur du renouvellement urbain que nous avons remis au gouvernement, il y a probablement encore des choses à faire pour simplifier, différencier selon les territoires et améliorer notre efficacité collective. Sur ce point, peut-être revenir aussi, monsieur le sénateur, sur la façon dont intervient l'ANRU. Bien sûr, nous n'intervenons pas que sur l'habitat. Je connais bien le quartier de la Paillade. Effectivement, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce quartier a finalement mal vieilli, si je peux m'exprimer ainsi. On a plusieurs raisons à cela. On a effectivement des quartiers qui, pendant un temps, ont été construits selon des principes et des normes, mais qui finalement ont vieilli parce que le bâti a été finalement construit hâtivement et aujourd'hui présentent des niveaux de dégradation particulièrement avancés. Et puis on a aussi des quartiers qui n'ont pas réussi à trouver leur mode de fonctionnement et sur lesquels nous avons besoin de réintervenir parce qu'il y a des dysfonctionnements urbains qui sont apparus. Effectivement, dans les années 60, on pensait que l'urbanisme de dalle était l'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même tous conscients que l'urbanisme de dalle présente quand même de très nombreux défauts et qu'il faut réintervenir sur cette forme urbaine. Mais je souhaitais quand même insister sur le fait que nous n'intervenons pas que sur l'habitat. Bien sûr, nous intervenons sur la transformation de la ville, sur le projet urbain, mais nous intervenons à la fois sur l'habitat, les équipements publics, les aménagements urbains, et on n'est pas uniquement centré sur l'habitat, et c'est bien cette globalité d'intervention qui fait que nous arrivons à apporter significativement des changements par rapport aux collectivités et aux quartiers sur lesquels nous intervenons. Et sur les questions de seuil, monsieur le sénateur, alors Bérennes-les-Forbach, je connais bien, on a été posé une première pierre sur un très beau projet là-bas. On voit bien que nous, on n'intervient que sur les QPV. Donc il y a un premier sujet de seuil qui est le sujet de définition des QPV. C'est des aires urbaines de plus de 10 000 habitants. Effectivement, ça peut poser des questions de seuil par rapport à l'intervention de l'ANRU. Après, une des questions qui s'est posée notamment dans le cadre du rapport et ce qui nous a été, sur lequel on a été interrogé, c'est que tout en restant sur les QPV, dans le premier programme, l'ANRU pouvait intervenir sur des opérations isolées et donc finalement sur des opérations peut-être plus ponctuelles sur des quartiers plus petits. Et certains nous ont dit que ça pourrait être intéressant que l'ANRU à l'avenir puisse travailler sur ces sujets, mais pour cela de toute façon il faut un futur programme qui aujourd'hui n'est pas décidé. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur les 448 quartiers pour lesquels nous avons été mandatés par le Parlement. Juste pour compléter le propos d'Anne-Claire Mialot sur la complexité et la bureaucratisation, je vais être honnête, en tant que maire, parfois, c'est vrai que quand on passe au comité d'engagement, on a parfois du mal à accepter la décision des partenaires nationaux qui financent à travers l'ANRU nos projets, et on estime être dans le bon droit. En même temps, ce passage par le comité d'engagement nous oblige à être opérationnels, à mettre sur la table des éléments précis des projets, à devoir effectivement pousser les explications. Et derrière, je constate que c'est une garantie d'opérationnalité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait s'engager simplement sur des intentions et des projets finalement souple. Mais je ne suis pas certain qu'on arriverait à la fin à des résultats aussi opérationnels qu'on obtient aujourd'hui avec l'ANRU, où la quasi-totalité des projets sont réalisés à la fin. Donc,
cette exigence d'explication, de preuve d'opérationnalité derrière, elle me semble aussi de nature à favoriser les choses après le comité d'engagement. Donc oui, on peut toujours assouplir un certain nombre de choses. Il y a déjà des choses qui ont été faites et des choses se font aujourd'hui à l'échelle du préfet et pas forcément au comité d'engagement. Mais le fait que pour les opérations importantes, les éléments de changement importants dans les projets, on doit s'expliquer, c'est ce que disait Monsieur le Président tout à l'heure quand il évoquait, qu'on doit s'expliquer justement pour justifier des transformations. Et d'ailleurs, je reconnais quand je discute avec des maires qui n'ont pas forcément eu pleine satisfaction de ce qu'ils attendaient au comité d'engagement, dans la discussion qu'on a ensemble, ils reconnaissent qu'effectivement, ils avaient peut-être pas intégré tel ou tel élément d'explication. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait autant de complexité et de bureaucratisation que parfois on l'évoque. En tout cas, moi, pour l'ANRU, je trouve que c'est l'une des agences où j'ai le moins ressenti ça. Sur la question du quartier de la Paillade, notamment, Alter Biallo a très bien dit les choses sur le fait que l'ANRU, ce n'était pas que l'habitat, mais aussi repenser le fonctionnement d'un quartier, la façon dont on le raccroche au reste de l'agglomération. C'est aussi ça qui est absolument essentiel, parce que beaucoup de problèmes viennent du lien d'un quartier avec le reste de l'agglomération. Mais là où vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est que l'ANRU n'est pas la politique de la ville. L'ANRU, c'est un élément de la politique de la ville qui se concentre sur la rénovation urbaine parce que c'est complexe, parce que ça prend du temps, parce que c'est pluriannuel, parce que ça engage de nombreux partenaires. Et c'est vrai qu'en soi, c'est une dimension technique qui est très forte, mais elle n'épuise pas les sujets de la politique de la ville. Et les questions d'éducation, les questions de sécurité, les questions de chômage, les questions donc de formation, les questions de gestion de proximité, à la limite, on peut les traiter dans l'ANRU, mais voilà ce que disait Alter Biallo tout à l'heure, quand on rénove une école, s'il n'y a pas de professeur dedans, effectivement, ça ne marche pas. Et donc, l'ANRU n'épuise pas les questions de politique de la ville. Et effectivement, il faut que le droit commun, il faut que le contrat de ville apporte les éléments complémentaires au projet de rénovation urbaine. Sinon, ça ne fonctionne pas. Enfin, le dernier élément que j'ai évoqué justement, c'est le débat qu'on a eu sur pourquoi l'ANRU intervient sur tel ou tel quartier et pas sur un autre, et les questions de seuil et tout ça. Le choix de la géographie n'appartient pas à l'ANRU. C'est bien l'État qui définit le choix de la géographie. On l'a dit tout à l'heure, qui relève de l'ANRU. Et si justement, quand j'étais ministre du Logement, et donc j'avais la tutelle de l'ANRU, si justement j'avais souhaité ouvrir le rapport et la réflexion à éventuellement d'autres territoires pour mobiliser l'expertise de l'ANRU, c'était pour ce que vous évoquez. Parce que je pensais que un certain nombre de petites villes, de petites communes ou de centres de villes moyennes, l'expertise de la rue, le savoir-faire de l'ANRU pouvait être utile. Et c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question dans la demande. Le rapport en a fait état. Et c'est pour ça que j'avais ouvert cette piste. Alter Biallo rappelait qu'effectivement, à un moment donné, l'ANRU pouvait intervenir sur des plus petits territoires. Je me souviens qu'au moment des grands projets de ville, on avait mis en parallèle les opérations de renouvellement urbain, les ORU. On a toujours eu finalement cette attention dans l'histoire à mettre à côté des grands projets aussi des plus petits projets qui étaient absolument indispensables pour le bon fonctionnement de la ville. C'est peut-être une préconisation à mettre en avant pour un ANRU 3 que je souhaite de mes voeux. Juste en vous écoutant, Monsieur le Président, on se faisait la réflexion que si on va sur des petits territoires, on arrive plutôt dans la sphère de compétences de l'ANCT, enfin tel qu'on l'a compris. Donc comment on va gérer après cette confrontation d'acteurs qui vont sur les mêmes objets? On en revient toujours à la question de la lisibilité de l'action publique. Ouais, l'ANCT traite la question d'action cœur de ville, traite la question des contrats de ville et autres. Mais on peut estimer aussi que des projets de restructuration lourdes, parce que pour que ce soit intéressant pour y mettre l'ANRU, il faut des opérations de restructuration lourdes. Et si, monsieur le membre de la commission que tout à l'heure j'entendais,
On estime qu'il faut des opérations de restructuration lourdes. Attention, j'insiste, hein, des opérations de restructuration lourdes qui nécessitent des interventions supérieures à ce qu'on voit dans Action Cœur de Ville, supérieures à ce qu'on voit dans les contrats de ville. Est-ce que l'on ne peut pas venir sur ce territoire? C'est une question qui est posée. C'est pas moi, aujourd'hui, je ne prends même pas position sur cette question. C'est une interrogation que j'avais quand j'étais ministre du Logement. Quand vous avez un bâti très obsolète dans un certain nombre de territoires qui nécessite, enfin, où la réhabilitation ne suffit plus et où on a enchaîné parfois plusieurs réhabilitations en échouant dans la transformation. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le besoin d'une restructuration lourde et dans la restructuration lourde, l'intégrer de manière marginale, hein, parce que ce ne sera pas des centaines de territoires, mais quelques territoires qui mériteraient peut-être plus que de la réhabilitation, de la rénovation, mais peut-être de la restructuration lourde. Ben, c'est ça ma question. Est-ce que la restructuration lourde se limite absolument au QPV? C'est indispensable dans les QPV et il faut que ça reste prioritaire. Mais est-ce qu'il y a quelques quartiers en France qui nécessitent aussi une restructuration plus lourde que ce que peut faire aujourd'hui la NCT ou Action Cœur de Ville ou des choses comme ça? C'est ça la question. Mais je ne tranche pas personnellement la question. C'est une interrogation que j'ai à titre personnel. Voilà, c'est tout. Et donc, en termes d'interrogation, est-ce que d'autres collègues présents avec nous ont des questions? Monsieur le Président, Madame la Directrice. Bien, bah écoutez, je pense qu'on ne fait jamais le tour d'une audition parce que c'est toujours des sujets plus importants et plus complexes que ce qu'on peut tenir sur 1 heure et quart. Mais je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci pour ces interventions, cette contribution à notre commission d'enquête. Merci pour le temps consacré à cette rencontre. Très bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup à vous.